3 jours avant mon mariage, j'ai découvert que ma fiancée avait probablement un autre homme. Et le plus étrange, c'est que je n'ai presque rien ressenti sur le moment, à part ce petit froid très propre qu'on sent avant un accident, quand tout est déjà terminé, mais que personne n'a encore prévenu les invités. Ce soir-là, Sandra était à son enterrement de vie de jeune fille, quelque part entre Bastille et Oberkampf, dans ce genre de tournée censée fabriquer des souvenirs drôles et des photos floues pour Instagram. Moi, j'étais resté dans notre appartement à Vincennes, avec une pizza trop chère, un costume encore chez le retoucheur, et un tableau Excel ouvert sur le budget du mariage. Oui, je suis ce type d'homme. Celui qui compare les devis du traiteur pendant que sa future épouse boit des cocktails baptisés comme des erreurs de jugement. Tout était prêt, ou presque. La salle à Nogent, le DJ déjà payé en acompte, le photographe qui parlait de « capturer l'émotion brute », formule que j'avais trouvée inquiétante, mais supportable. Les marque-places imprimées, la pièce montée validée, le rendez-vous avec le notaire repoussé après la noce. Parce que apparemment en France, on peut organiser un mariage comme une petite fusion d'entreprises sans jamais prononcer le mot risque. Vers minuit 20, j'ai eu le réflexe idiot de regarder Instagram. Pas pour la surveiller. Je n'étais pas ce fiancé-là. Pas encore. Juste parce que sa copine Élodie postait toujours tout. Les verres, les chaussures, les cris, les toilettes des bars. Les gens ont besoin d'archiver leur vacuité. C'est leur manière de lui donner du prix. J'ai cliqué sur sa story. D'abord des boomerangs de coupe de champagne, puis Sandra avec un voile en plastique blanc acheté sûrement dans une boutique de farce médiocre, puis une vidéo trop courte, trop rapide, où on la voyait de dos rire contre le torse d'un type que je ne connaissais pas. Pas net, pas frontal. Mais assez proche pour que mon estomac décide de se réveiller. Et juste après, la photo qui a tout fait basculer, Sandra assise dans une banquette rouge, la main de ce même homme sur sa taille. Et en haut, en lettres blanches, la légende d'Élodie. Dernière nuit avant le mariage, avec le side guy. J'ai relu 3 fois, pas parce que je ne comprenais pas l'anglais, mais parce que j'espérais une blague plus intelligente. Il n'y en avait pas. C'était vulgaire, limpide, presque administratif. J'ai fait une capture d'écran immédiatement, puis une deuxième, puis j'ai enregistré la story. Mes gestes étaient calmes, précis, tellement calmes que ça m'a inquiété. Un peu comme si mon cerveau avait nommé un remplaçant pendant que moi, j'étais encore sur le banc. Ensuite, je me suis assis à la table de la cuisine, celle qu'on avait trouvée sur le Bon Coin à Montreuil et que Sandra appelait notre table d'adulte. Et j'ai regardé l'image en silence. Les détails devenaient obscènes par leur banalité. Son rire penché vers lui, la familiarité du geste, l'assurance de la copine qui poste ça sans la moindre peur, comme si tout le monde savait déjà, sauf le fiancé, ce grand classique français, le dindon qui paie la salle et découvre l'intrigue sur les réseaux. Je n'ai appelé personne, pas mon frère, pas mon témoin, pas même Karim, mon meilleur ami, qui adore pourtant être consulté dans les catastrophes des autres. J'ai simplement commencé à repenser aux derniers mois. Sandra, qui protégeait soudain son téléphone avec la ferveur d'un agent de la DGSE. Sandra qui disait « Je dors chez Élodie », mais répondait à mes messages avec 45 minutes de décalage. Sandra qui, depuis février, n'avait plus jamais laissé son écran retourner sans le reprendre aussitôt. Sandra qui me trouvait susceptible chaque fois que je remarquais une incohérence. C'est pratique. Ce mot, susceptible, il permet de transformer un homme lucide en accessoire fatigant. À 1h30, elle m'a envoyé un message. « Tout va bien, mon cœur. On rentre bientôt. Je t'aime. » J'ai regardé la phrase, comme on regarde un faux billet, avec une sorte de curiosité technique. Puis, j'ai simplement répondu. « Profite bien. » Elle est rentrée vers 3h10, avec l'odeur sucrée du parfum, mélangée à l'alcool, et au froid de mars. Elle a laissé tomber ses talons dans l'entrée, a ri toute seule, en ratant presque le meuble à chaussures. Puis, elle m'a trouvé dans le salon, encore réveillée. « Tu dors pas, toi ?» Qu'elle a dit, légère, presque tendre. Je lui ai répondu que j'avais encore 2 ou 3 détails à régler pour samedi. Elle a grimacé. « Tu travailles trop, Adrien. » Avant de venir m'embrasser sur la joue,
comme si j'étais déjà un cousin venu aider à porter des cartons. Je l'ai regardé enlever ses boucles d'oreilles devant le miroir de l'entrée, parfaitement tranquille. Aucune gêne, aucune fissure, pas le moindre frisson de quelqu'un qui cache une bombe sous le canapé. Et c'est là, plus encore que la story, que j'ai compris que c'était vrai. Une blague se défend toute seule, un mensonge. Lui rentre à la maison, boit un verre d'eau, demande si le costume est prêt et s'endort comme une enfant sage. Elle a parlé 5 minutes, du bar, de la musique, du fait qu'Élodie avait failli vomir dans un VTC. Puis elle m'a demandé si j'avais confirmé le brunch du lendemain avec le traiteur. J'ai dit oui, en mentant pour la première fois de la nuit. Elle a souri, a pris son téléphone avec un mouvement réflexe, a vérifié quelque chose très vite, puis l'a glissé sous son oreiller, en allant se coucher. Sous son oreiller. Pas sur la table de nuit. Pas dans son sac. Sous son oreiller. J'aurais presque applaudi tant la symbolique était grossière. Je suis resté seul dans le salon, jusqu'à l'aube, les mains croisées, le screenshot ouvert devant moi. Paris commençait à blanchir derrière les rideaux. Les premiers RER roulaient déjà. Et moi, je ne pensais plus à la jalousie, ni au chagrin. Je pensais à l'organisation, aux acomptes, aux contrats, aux annulations, à la manière la plus propre de faire tomber tout ça, sans hausser la voix. Parce qu'au fond, le scandale n'était pas qu'elle m'ait trompé. Le scandale, c'était qu'elle avait cru pouvoir me regarder dans les yeux. Ensuite, et ça, je n'allais pas le pardonner. Ni en privé, ni en public. Et au petit matin, pendant qu'elle dormait encore, j'ai pris mon téléphone, mon ordinateur, le dossier mariage, et j'ai commencé par appeler la salle. À 8h12, j'étais déjà habillé, rasé, et suffisamment calme pour inquiéter un cardiologue. Sandra dormait encore, étalée au milieu du lit avec cette sérénité de ceux qui pensent que les conséquences sont un concept réservé aux autres. Je me suis installé dans la cuisine avec un café trop noir et mon ordinateur. J'ai ouvert le dossier partagé du mariage, devis, acompte, mail, tableau des invités, plan de table, tout ce petit théâtre administratif bâti pour célébrer l'amour pendant exactement 9 heures avant le retour au réel, et j'ai commencé dans l'ordre. La salle d'abord, la gérante, une femme sèche de Nogent qui m'avait déjà fait signer 3 annexes et 2 conditions de nettoyage, a décroché à la 3e sonnerie. J'ai dit « Bonjour, je vous appelle pour annuler la réservation de samedi. » Silence, puis « Pardon, annulé. À 3 jours. » J'ai répondu « Oui, annulé. Complètement. » Elle a demandé si c'était une urgence médicale. J'ai dit « Disons plutôt une urgence morale. » Elle n'a pas ri, mais elle a compris que ce n'était pas négociable. Elle m'a parlé d'acompte perdu, de pénalités, de contrat. J'ai dit « Gardez l'acompte. Envoyez-moi juste la confirmation écrite. » 10 minutes plus tard, j'avais le mail, froid, impeccable, irréversible. J'ai enchaîné avec le traiteur de Saint-Maur, le DJ, le fleuriste, le photographe, le groupe de jazz du vin d'honneur que Sandra avait choisi parce que, selon elle, ça faisait film français, alors que pour moi, ça faisait surtout divorce en lin beige avant même le dessert. Chacun avait sa petite tragédie commerciale, mais aucun n'avait mon problème. Alors j'ai signé les annulations une par une, comme on coche une liste de courses sinistres. Vers 9h20, Sandra est entrée dans la cuisine. En t-shirt large, maquillage de la veille, les yeux encore collés de sommeil. Elle a ouvert le frigo, pris du jus d'orange, m'a demandé sans me regarder « T'as appelé le pâtissier pour le changement sur les choux ?» J'ai répondu « Non, pas le pâtissier. Le reste. » Elle s'est tournée, le verre à la main. « Quel reste ?» J'ai fait pivoter l'écran vers elle. La confirmation d'annulation de la salle apparaissait en haut, puis celle du traiteur et du photographe. Elle a cligné des yeux. 1 fois, 2 fois, comme si elle lisait une langue étrangère. « Adrien, c'est quoi ça ?» J'ai dit « Le mariage est annulé. » Elle a eu ce rire bref, nerveux, que je lui connaissais quand une situation lui échappait. « Arrête, c'est pas drôle. » J'ai sorti mon téléphone, ouvert la capture d'écran, et je l'ai posé sur la table entre nous.
La story d'Élodie brillait, là, obscène et vulgaire comme une enseigne de boîte de nuit à 6 heures du matin. Son visage s'est vidé d'un coup. Pas de colère, pas d'indignation, pas le fameux « mais tu comprends mal ». Rien. Juste ce vide très révélateur des gens qui cherchent en urgence la version la moins catastrophique. Elle a fini par dire « Tu vas vraiment croire une story Instagram ?» J'ai répondu « Non, pas une story. Toi, elle a tenté la sortie classique. C'était une blague. Élodie est débile. Tu la connais. » J'ai dit « Justement, je la connais assez pour savoir qu'elle ne plaisante pas au hasard avec un sujet pareil. » Sandra a reposé son verre trop fort. Du jus a coulé sur la table. Elle s'est mise à parler plus vite. C'était pour rire. Il n'y a rien eu. On était tous bourrés. Tu fais n'importe quoi. Annulez tout ça, sans me parler. Sans même me demander. Là, j'ai presque admiré l'audace. Elle venait quand même de transformer sa propre trahison en défaut de communication de ma part. Le talent mérite parfois une mention. J'ai dit « Je t'ai regardé rentrer cette nuit et mentir avec un naturel professionnel. » La discussion, elle était déjà terminée à ce moment-là. Elle s'est mise à pleurer, mais pas encore vraiment. Plutôt à produire les signaux prévus pour l'ouverture des négociations. Voix tremblante, main sur le visage, respiration bruyante. J'étais presque gêné de connaître si bien le mécanisme. Elle répétait « Tu détruis tout pour une blague, pour une photo, pour une phrase. » Et moi je pensais à tous ces mois où j'avais avalé des incohérences par politesse, à ce dîner chez sa mère où Sandra avait passé la moitié du repas à sourire à son écran, à ce week-end à Lyon où elle avait disparu 40 minutes pour, disait-elle, appeler la CAF au sujet d'un dossier de sa sœur. Bien sûr, parce qu'à 22h30 un samedi, la CAF vous répond personnellement depuis une ruelle du Vieux-Lyon. C'est bien connu. Je n'ai pas élevé la voix. C'est ce qui l'a déstabilisé le plus. Je crois. Elle aurait préféré un homme furieux. C'est plus simple à raconter ensuite. Il a explosé. Il m'a fait peur. Il a exagéré. Alors qu'un homme qui parle doucement en annulant méthodiquement la salle, le brunch, la musique et les centres de table. Ça laisse moins d'options narratives. J'ai juste dit « Tu vas prévenir ta famille que le mariage n'aura pas lieu. » Elle a secoué la tête. « Non. Attends. On va régler ça entre nous. » Entre nous. L'expression était savoureuse. Il y avait donc bien eu un nous quelque part. J'avais dû manquer l'épisode. Elle a essayé de me prendre le téléphone. J'ai retiré ma main. Elle a dit « Tu ne vas rien poster. Tu m'entends. Tu ne vas pas m'humilier publiquement pour une connerie pareille. » Le mot « humiliation » m'a presque fait sourire. Comme si l'humiliation était née au moment où la victime ouvre Instagram, et pas avant. J'ai pris mon café, déjà froid, et je lui ai répondu. Ce qui est humiliant, Sandra, ce n'est pas que les gens sachent, c'est ce que tu as fait. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais encore jamais vue sur son visage, un mélange de peur et de calcul. Puis elle a murmuré. Élodie a tout déformé. Je vais lui parler. Ne fais rien avant que je lui parle. J'ai hoché la tête, comme on écoute un agent immobilier vendre une cave humide, comme un espace de caractère. Puis, j'ai ouvert Instagram. J'ai publié la capture en story, puis sur mon compte, avec une seule phrase, sans lyrisme, sans point d'exclamation, sans hashtag blessé. Le mariage de samedi est annulé. La raison est sur l'image. Merci de ne pas me demander de faire semblant. J'ai regardé le post apparaître. Propre, net, chirurgical. Sandra a blêmi pour de bon cette fois. Elle a lâché. T'es malade. Puis son téléphone s'est mis à vibrer, avant même qu'elle finisse sa phrase. Un appel d'Élodie, puis un autre, puis sa mère, puis 2 cousines, puis des messages qui entraient en cascade. La machine s'emballait enfin. Et au milieu de cette panique très méritée, mon propre téléphone a vibré à son tour. Un numéro que je ne connaissais pas. Un vocal WhatsApp venait d'arriver. Expéditeur. Élodie. Et je l'ai lancé, sans la quitter des yeux. Le vocal a commencé par 3 secondes, de bruit de rue, un moteur, des talons, un rire au loin, puis la voix d'Élodie, moins brillante que d'habitude, moins sûre, comme quelqu'un qui découvre trop tard que l'ironie laisse des traces écrites. Elle a dit « Adrien,
Écoute, je préfère te le dire moi plutôt que te laisser croire n'importe quoi. Déjà, très mauvais début. Les gens qui veulent éviter qu'on croie n'importe quoi commencent souvent par confirmer l'essentiel. Elle a repris. Hier, Sandra n'était pas juste avec nous. Elle est partie un moment avec le gars du rooftop. Le brun avec la veste beige. Oui, je me souviens avoir écrit cette story. C'était con, mais ce n'était pas inventé. Voilà. J'espère que tu feras ce que tu veux avec ça. Fin du message. Pas d'excuses. Pas de grands remords. Juste ce ton administratif des gens qui pensent qu'avouer à moitié est une forme de noblesse. Sandra avait entendu chaque mot. Elle s'était figée. Une main sur le plan de travail. Le visage soudain très pâle. Comme si son propre décor commençait enfin à tomber sur elle. J'ai reposé le téléphone sans commentaire. Elle a d'abord dit « Elle ment. Trop vite. Trop haut. » Avec cette voix qui se fissure quand le cerveau ne suit plus le scénario. Puis elle a changé immédiatement. Non. Enfin, elle ne ment pas. Mais elle exagère. On est sorti prendre l'air. C'est tout. Tu vois, c'est exactement pour ça qu'il ne faut jamais laisser les copines gérer une soirée. Elles racontent n'importe quoi. J'ai regardé cette tentative misérable de transformer une tromperie en problème logistique entre femmes mal organisées et je me suis presque senti insulté intellectuellement. Mon téléphone continuait à vibrer. Karim m'écrivait « Appelle-moi tout de suite ». Ma sœur envoyait « C'est quoi ce bordel ?» Ma tante, qui n'avait pas pris de mes nouvelles depuis Noël, découvrait soudain mon existence morale. J'ai tout laissé sonner. Sandra aussi recevait des appels en rafale. Sa mère surtout. Encore, puis son frère, puis une amie commune. Elle a fini par décrocher pour sa mère. A dit d'une voix étranglée « Non, maman, ce n'est pas ce que tu crois. » Puis elle m'a jeté un regard qui voulait dire « Aide-moi à mentir mieux. » J'ai pris ma veste, mes clés, mon portefeuille, et je lui ai dit « Je sors 2 heures. Quand je reviens, je veux que tes affaires de valeur soient rassemblées. Pas parce que je te mets à la rue. Je n'étais pas assez théâtral pour ça. Simplement parce que l'appartement était à mon nom. Le bail, l'assurance habitation, l'électricité, même la box internet. Romantisme moderne ? Oui, mais cadastré. Je suis allé au Café d'Angle, avenue de Paris, celui où le serveur m'appelle chef alors qu'il me méprise sincèrement. Ce que je respecte chez lui, j'ai pris un espresso et un verre d'eau. Puis j'ai appelé Karim. Il a décroché en 1 demi-seconde. Il a dit « Je te jure que si tu me dis que c'était un prank, je change de pays. » J'ai répondu « Non, c'était juste mon mariage qui avait une extension non déclarée. » Il a soufflé, entre rire et rage, et m'a demandé si j'avais besoin qu'il vienne. J'ai dit non, pas encore, puis je lui ai tout raconté. La story, le retour de Sandra, les annulations, le vocal. Il est resté silencieux un moment avant de dire « Le pire, c'est qu'elle comptait aller jusqu'au bout. Costume, mairie, alliance, pièces montées, le package complet. » J'ai regardé les gens passer dehors. Un père avec une poussette, une femme en tailleur qui courait vers le métro, une livreuse à vélo, tout ce petit monde occupé à vivre normalement, pendant que moi, je recyclais ma vie sentimentale en dossier contentieux. Et j'ai répondu « Oui, c'est ça le vrai sujet. Pas l'autre type. Pas même la nuit. Le vrai sujet, c'est qu'elle m'aurait laissé dire oui en sachant tout. Quand je suis remonté à l'appartement, vers midi, je l'ai trouvée dans le salon avec sa mère. Évidemment, Madame Lenoir s'était déplacée plus vite qu'un huissier. Tailleur crème, sac Longchamp, indignation haut de gamme. Elle s'est levée à mon entrée, comme si elle s'apprêtait à négocier une fusion. Adrien. Enfin, on peut parler calmement. J'ai posé mes clés sur la console et j'ai répondu. C'est justement ce que je fais depuis ce matin. Calmement. Elle m'a lancé ce regard très français des mères de bonne famille qui considèrent que la maîtrise du ton leur donne automatiquement raison sur le fond. Sandra pleurait sur le canapé. Mais moins qu'avant, sa mère avait dû reprendre la direction artistique. Madame Lenoir a commencé par la stratégie noble. « Tu ne peux pas détruire la réputation de ma fille pour une photo sortie de son contexte. » J'ai dit « J'ai aussi un vocal. » Elle a cligné des yeux, sans perdre son aplomb. Un vocal d'une amie alcoolisée n'est pas une preuve.
Ce mot « preuve » m'a presque amusé. Comme si on plaidait déjà. J'ai répondu « Très bien, alors dites à votre fille de me regarder et de me répéter qu'il ne s'est rien passé. » Sandra a levé les yeux vers moi, puis vers sa mère, puis à nouveau vers moi. Ce petit aller-retour a duré 2 secondes. Il m'a suffi. Elle a fini par murmurer. Ce n'était qu'une soirée. J'ai dit « Mauvaise réponse ». Elle a alors pris une inspiration et lâché. D'accord. Il y a eu un dérapage. Une fois. Juste une fois. On a bu. On s'est embrassé. C'est allé trop loin. Mais je l'ai arrêté. Je te le jure. Sa mère a fermé les yeux une seconde. Non par honte, j'aurais adoré, mais parce qu'elle recalculait déjà la meilleure version défendable. Je suis resté debout, les mains dans les poches, presque détendu, parce que à partir du moment où l'aveu commence, tout devient plus simple. Le mensonge cesse d'être un brouillard. Il devient un escalier. Et il suffit de le laisser descendre, marche par marche. J'ai demandé. C'était qui ? Elle a répondu. Personne. J'ai souri malgré moi. Personne. L'éternel prénom des amants provisoires. J'ai repris. Vous vous connaissiez déjà. Silence. Puis, oui. Depuis janvier. J'ai senti ma nuque devenir froide. Janvier. Donc pendant les essayages, pendant la visite chez le traiteur, pendant le rendez-vous au syndicat de copropriété pour le dossier de l'appartement qu'on voulait acheter après le mariage, pendant toutes ces scènes où elle jouait la future épouse, pendant qu'une autre histoire tournait en parallèle. J'ai demandé « Et tu comptais me le dire quand ?» Sandra s'est mise à pleurer pour de vrai cette fois, ou du moins avec plus de technique. Elle a répondu « Jamais. Je voulais juste que ça s'arrête, qu'on se marie et qu'on passe à autre chose. » Sa mère a immédiatement repris la main. Tu vois bien qu'elle regrette. Ce serait absurde de tout jeter pour ça. Absurde. Le mot m'a frappé par sa précision involontaire. Comme s'il était absurde de refuser d'entrer dans une mairie avec quelqu'un qui admet vous avoir menti pendant des mois. J'ai regardé Sandra, puis sa mère, et j'ai dit « Tout est déjà annulé. Salle, traiteur, musique, photographe, brunch, mairie prévenue cet après-midi. Il n'y aura rien à sauver. Ni cérémonie, ni version arrangeante pour Facebook, ni retour arrière. Le visage de sa mère s'est durci d'un coup. Sandra a lâché un son étouffé, moitié sanglot, moitié panique. Et à cet instant précis, quelqu'un a frappé à la porte. 3 coups secs, impatient. J'ai ouvert, et je me suis retrouvé face à Hugo, le frère de Sandra, venu me convaincre ou m'intimider. Je n'avais pas encore décidé dans quelle catégorie le ranger. Hugo est entré sans attendre qu'on l'invite, avec sa veste en cuir, son odeur de clope froide et cette manière très masculine de croire qu'un conflit se règle mieux en occupant physiquement l'espace. Il m'a lancé. On va parler entre hommes. J'ai répondu. Mauvaise idée. Jusqu'ici, les hommes autour de Sandra ont surtout compliqué le dossier. Sa mère a soupiré comme si j'étais devenu vulgaire, alors que je ne faisais que tenir la comptabilité morale. Hugo a tenté la version fraternelle musclée. Tu vas retirer ce que tu as posté. Tu l'as détruit pour une erreur. Une erreur, comme si tromper quelqu'un pendant des mois et avancer jusqu'à la mairie relevait d'une faute de frappe. Je lui ai dit que le poste resterait, que tout était annulé et que sa sœur pouvait au moins assumer sans comité de soutien. Il a fait un pas vers moi. Pas assez pour m'impressionner. Juste assez pour se donner un rôle. Sandra s'est levée d'un bond. Hugo arrête. Maman aussi. Personne ne touche à rien. La scène devenait presque comique. Il ne manquait qu'un voisin et un syndic pour officialiser le chaos. L'après-midi, j'ai envoyé les derniers mails. Mairie, loueur de voitures, hôtel pour les cousins de Lille. Puis, j'ai appelé un avocat que m'avait recommandé Karim. Maître Delmas, voix posée, cabinet dans le 12e. Il m'a laissé raconter toute l'histoire sans m'interrompre. Puis, il a résumé ça d'une phrase. Vous avez annulé votre mariage et publié un élément que vous aviez reçu. Ce n'est pas élégant, mais ce n'est pas illégal en soi. Gardez toutes les preuves et ne répondez pas aux provocations. C'était exactement le genre de romantisme juridique dont j'avais besoin. Les provocations, justement, ont commencé avant le dîner. Une cousine de Sandra a publié un texte larmoyant sur les hommes qui humilient les femmes pour sauver leur ego.
Un oncle que je connaissais à peine m'a écrit que la vraie classe consiste à pardonner. Ce qui est fascinant, venant d'un type qui a quitté 2 fois le domicile conjugal avec une secrétaire différente. Sandra, elle, s'était réfugiée chez sa mère, mais continuait à m'envoyer des messages. D'abord la défense. Je te jure qu'il ne comptait pas. Ensuite la négociation. On peut encore tout réparer. Puis la moralisation. Tu prends plaisir à me faire payer. Je n'ai répondu à rien. Le silence, dans ce genre de moment, est un mobilier de luxe. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre d'avocat, papier à en-tête, formulation gonflée, menace floue sur l'atteinte à la réputation et le préjudice moral. J'ai presque admiré l'effort. Envoyer du vocabulaire quand on manque de faits. J'ai scanné la lettre et l'ai transmise à Maître Delmas. Il m'a rappelé dans l'heure. Très calme. En gros, ils n'ont pas grand-chose. Ne bougez pas. Ne retirez rien sous pression. Et surtout, ne vous excusez pas. Les excuses sont parfois des aveux qui ont mis une cravate. J'ai ri pour la première fois depuis des jours. Le soir même, Sandra m'a écrit un message différent. Plus sobre. Presque sans théâtre. Juste, je veux te voir. Une seule fois. Pas pour te convaincre. Pour te dire la vérité entière, cette formule m'a arrêté. Pas parce que je lui faisais confiance. Cette époque était morte, mais parce que je savais qu'elle n'avait encore livré qu'une version allégée. Le baiser, la soirée, l'accident, tout ça sentait le service minimum. J'ai accepté un rendez-vous le lendemain, au café près de la gare de Lyon, où nous avions signé notre premier dossier de location. Joli décor pour autopsier une relation. Elle est arrivée en avance, sans maquillage ou presque. Manteau beige, cheveux attachés, l'air d'une femme qui avait enfin compris que le charme n'était plus une monnaie valable. Quand je me suis assis, elle n'a pas essayé de sourire. Elle a juste dit « Tu avais raison de ne pas me croire ». J'ai attendu. Elle a serré son verre entre ses mains et a repris « Ce n'était pas une seule nuit. Et ce n'était pas juste un baiser. Je l'ai vu plusieurs fois depuis janvier. Au début, je pensais arrêter. Puis, j'ai continué. Parce qu'avec toi, tout était sérieux, propre, prévu. Et avec lui, c'était idiot. Facile, séparé du reste. Elle parlait bas, sans pleurer, ce qui rendait enfin ses mots supportables. Je lui ai demandé « Tu comptais quand même m'épouser ?» Elle a hoché la tête. « Oui. Je pensais pouvoir refermer ça après. Comme si on pouvait ranger une trahison dans un tiroir avec les papiers de la mutuelle. » Je l'ai regardé longtemps. Et j'ai compris à cet instant que le pire n'était même plus le mensonge. C'était son architecture, cette capacité à construire 2 vies en parallèle et à appeler ça de l'amour quand ça l'arrangeait. J'ai payé mon café, laissé le sien intact, puis je me suis levé. Sandra m'a demandé « C'est fini ?» J'ai répondu « Non, c'était fini avant. Là, je viens juste de l'entendre en version complète. Et je suis parti sans me retourner. Avec cette sensation étrange de n'avoir pas perdu un mariage, mais d'avoir enfin échappé au mauvais contrat. Les jours suivants, le vacarme a continué un peu, puis il s'est tassé. Comme tout ce qui ne repose que sur le théâtre, il y a eu encore 2 ou 3 publications, passives-agressives, quelques messages de gens qui réclamaient une version plus douce, plus élégante, plus arrangeante. En France, on pardonne souvent tout, à condition que le mensonge soit bien habillé. Moi, j'ai laissé faire. J'avais déjà récupéré les acomptes que je pouvais, rangé le costume au fond d'une housse, annulé la réservation de notre futur appartement, et prévenu les derniers invités sans lyrisme. Mariage annulé. Merci de votre discrétion. Certains m'ont surpris. Une tante de Sandra m'a écrit pour dire « Vous avez eu raison. Je n'aurais pas voulu d'un fils marié à une femme capable de ça. » Comme quoi la lucidité surgit parfois des endroits les moins décoratifs. Sandra a tenté une dernière fois de revenir. Pas avec des fleurs ni des larmes. Non, avec un long message envoyé un dimanche soir. Elle disait qu'elle avait tout gâché, qu'elle savait que je ne reviendrais pas, mais qu'une partie d'elle avait quand même espéré que mon calme cachait encore de l'amour. J'ai lu ça dans le métro, ligne 1, entre Nation et Châtelet, coincé entre un étudiant fatigué et une femme qui mangeait des chouquettes. Et j'ai eu une pensée très simple.
Mon calme ne cachait pas de l'amour. Il cachait juste la porte de sortie. Je ne lui ai pas répondu. Quelques semaines plus tard, en passant devant la mairie où nous devions nous marier, je n'ai rien ressenti de tragique. Aucun grand vide. Aucune nostalgie cinématographique. Seulement une netteté nouvelle. J'avais cru perdre une épouse. En réalité, j'avais évité de signer pour une vie entière avec quelqu'un qui mentait déjà, avant même la première photo officielle. On dit souvent qu'une rupture détruit un avenir. La vérité, c'est que certaines ruptures vous le rendent. Sandra ne m'a pas privé d'un mariage. Elle m'a révélé, juste à temps, que la relation était fausse depuis bien plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Et ce jour-là, devant les marches de la mairie, j'ai presque souri. Pas de bonheur spectaculaire. Juste cette satisfaction sèche et précieuse de l'homme qui comprend enfin qu'il n'a rien perdu de réel. Seulement une illusion très coûteuse. Et qu'il a eu, pour une fois, l'élégance de partir avant le désastre officiel. Shit. I hear some inside. How the fuck did they get in there? I want More my short importantly, gun, how but I did we don't really get in want my there? long gun. Dina, this way. I didn't really check around if that was going to be okay, but I guess it was. It's down. That's one. Oh my god, is my Let's see horse if we gonna can get around to die? the back of the supermarket. Good idea. Oh. Good job I really concentrated on that one, hey? That was embarrassing. Oh, hold. Loud, loud. Yeah. Yeah, we did it. Okay, nice. Okay, so it's quick. throw, by the way. There's so many more mechanics Nice. in this game than I remember there being in the last one. The way we came in was barricaded. How'd that runner get in here? Yeah, it's a good question. What's the most infected you've ever taken down on patrol? It's gotta be the one I had with Joel a year or so ago. It was like, I don't know, a dozen? You? Cleared about 20 once. There was a group passing through. Dina, this way. More runners. There's two of them. That's okay. I know, yeah, the NPC's just like aimlessly wandering and they're just like having a conversation in this really tense situation. Oh, there's one right there. Oh my god. Oh my god. Oh my god, there's one right there. Oh my god. There's one right on me. Oh god. Oh god, I gotta dodge. I gotta dodge. Okay.
What the fuck are you doing? How do I get my gun? Oh my god, how do I get my gun? Gun! Use your gun, Ellie! Use your gun! Gun! How do I toggle the gun? Q! Oh my god, okay. Okay, how am I getting a gun? How do I bring my gun out of my knife? I was like dragging it across. Definitely get your gun up by yelling gun. Thank you. On the right. Got a runner. No fucking shit, babe. Where are we trying to get?